Olivier Véran, bonjour. Bonjour. Ministre de la Santé et des Solidarités. N'oublions pas, levée du couvre-feu dès le 20 juin, 10 jours avant la date prévue. Fin du port obligatoire du masque en extérieur aujourd'hui. D'ailleurs, vous n'êtes pas masqué, moi aussi, nous sommes à l'intérieur, mais la distance est respectée. Toujours. Ce qui est important. Pourquoi lever les restrictions sanitaires plus tôt que prévu ? Tout simplement parce que la situation épidémique actuelle dans notre pays le permet. Qu'on a toujours été dans la juste proportion entre les contraintes demandées aux Français, les efforts qu'on leur a demandés et les risques pour leur santé. Or, qu'est-ce qu'on constate, Jean-Jacques Bourdin ? On est à un peu plus de 3000 nouveaux diagnostics par jour et on est surtout sur une dynamique de baisse de l'épidémie qui s'est accentuée semaine après semaine, y compris lorsque nous avons bougé le couvre-feu pour le mettre de 21h à 23h. Ça baisse d'environ 40% par semaine. On peut se dire que dans une semaine, on serait aux alentours de 2000 cas. Dans 2 semaines, peut-être à 1000 et quelques cas, ce qui représenterait une dizaine de diagnostics par jour et par département. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que notre système testé, alerté, protégé, pour casser les chaînes de contamination, il est pleinement opérationnel et donc il amplifie, je dirais, l'action des mesures de freinage. Donc cette proportion entre les mesures, les efforts demandés aux Français et la situation épidémique, c'est notre boussole depuis bientôt 1 an et demi. Elle nous permet aujourd'hui d'annoncer cette bonne nouvelle aux Français. Alors, est-ce que l'épidémie est maîtrisée ? Est-ce que vous pouvez dire ce matin que l'épidémie est maîtrisée ? L'épidémie n'est pas terminée. Ça, certainement pas, parce qu'il y a encore des diagnostics qui sont faits. Oui, le virus circule toujours. Hospitalisés. Il y a encore des variants, notamment le fameux variant Delta d'origine indienne, qui circule dans notre pays, mais qui circule beaucoup chez certains de nos voisins. C'est plus de 95% des diagnostics en Angleterre. C'est entre 1 et 4% des diagnostics en France. C'est pour ça qu'on contrôle très bien les frontières et qu'on continuera de le faire. On ne baissera pas la vigilance. Mais sur le territoire national, l'épidémie est en déclin rapide. Et nous retrouvons une situation telle que nous l'avons connue au mois d'août dernier. Maîtrisée ? Elle est en cours de maîtrise. En tout cas, elle ne justifie plus aujourd'hui que nous demandions aux Français de rentrer chez eux à 23h. Certains mauvais esprits vont dire, oui, ces annonces de libération, en quelque sorte, sont faites à 3 jours des élections départementales et régionales ? Olivier Véran ? Honnêtement, je ne crois pas une seconde. Aucun rapport. Je ne crois pas du tout que les Français puissent imaginer qu'on adapte les règles ou que nous faisions la pluie et le beau temps sur l'épidémie en fonction d'une élection territoriale. Enfin, ça n'a pas de sens. Les masques, plus d'obligation donc de porter un masque en extérieur, sauf dans certaines situations. Lesquelles ? Plusieurs situations. Si je suis dans une rue ou une rue commerçante ou une rue bondée, que je fais la queue avant de rentrer dans un magasin, le préfet de chaque département va donner une cartographie des endroits qui peuvent être concernés et éventuellement les horaires. Ce qu'on avait connu d'ailleurs en France avant la généralisation du port du masque à l'extérieur l'été dernier. Si je suis dans des tribunes, dans des gradins à moins de 2 mètres de mes voisins, le port du masque restera également la règle. Si je suis sur la plage, je suis dans un parc, je suis dans les magnifiques montagnes grenobloises ou que je me balade dans des grandes rues sans risque de croiser les gens, le port du masque n'est évidemment pas indispensable et obligatoire. Par contre, vous allez voir quelque chose. En venant vers le studio là ce matin, je regardais, il y a entre 50% et les 2/3 des gens que j'ai vus dans la rue qui portaient un masque quand ils se déplaçaient. Ce que je veux dire par là, c'est que la fin de l'obligation de port de masque ne veut pas dire qu'il est interdit de le porter, évidemment, et ne veut pas dire qu'on ne puisse pas le porter pour se protéger si on se sent en sécurité avec le masque. Ce qu'on a constaté d'ailleurs dans la plupart des pays qui ont levé l'obligation, c'est qu'il y avait une pratique qui persistait. Et ce que je demande, c'est que vraiment les Français aient ce réflexe-là, de se dire, je sors de chez moi, je suis dans la rue, il n'y a personne, je ne porte pas de masque. Je vais passer par une ruelle très passante où je risque de croiser des gens, d'être à touche-touche. Je vais attendre mon bus pour pouvoir prendre les transports en commun. Là, je vais mettre le masque pour me protéger. Je vais me promener dans un parc, je ne vais pas mettre le masque. Mais après, je décide d'aller emmener mes enfants manger une glace. Il y a la queue devant le glacier. Je vais être en contact avec des gens, en tout cas à proximité étroite. Là, je remets le masque pour me protéger et pour protéger les autres. C'est ce réflexe-là et les Français, ils l'ont. Honnêtement, totalement. Olivier Véran, ça veut dire qu'au travail, dans les commerces, dans les transports, sur les marchés, dans les stades, je sais pas moi, dans les lieux de rassemblement, il faut continuer à porter son masque. Oui, il faudra continuer dans les marchés. Et au travail, le protocole professionnel va être adapté. Mais par exemple, si je suis maçon, que je travaille dehors et que je ne suis pas dans une équipe de 15 qui sont très proches les uns des autres, je ne mets plus le masque. Enfin, en tout cas, il n'est plus obligatoire. Si je suis serveur dans un restaurant, je suis amené à croiser beaucoup de gens, etc., je continue de porter le masque. D'accord. Les discothèques, où en est-on ? Est-ce qu'elles vont ouvrir cet été ?
Alain Griset, qui est le ministre délégué Oui. en charge des petites entreprises, continue de travailler avec les discothèques. Nous travaillons aussi pour un protocole sanitaire. Vous travaillez pour les ouvrir. On travaille en vue d'ouvrir les discothèques cet été. Elles seront donc ouvertes cet été avec un protocole sanitaire. Le président de la République avait donné un rendez-vous Oui. le 21 juin pour en savoir plus. Je continue de vous dire que à partir du 21 juin, on en saura plus. On travaille sur le protocole sanitaire. On comprend bien que ça veut dire que l'objectif, c'est de les ouvrir. Oui, bien sûr. L'objectif, c'est de les ouvrir. Mais l'objectif, de toute façon, c'est elles seront ouvertes. Oui. Oui, non, mais je suis... Par le protocole, ça passe par un pass sanitaire exceptionnel, c'est-à-dire qu'on l'exige des événements avec moins de 1000 personnes. Ça, c'est une... Je l'ai dit moi-même au Parlement, je pense que c'est assez logique de le faire. Est-ce qu'il y a des systèmes d'aération requis ou est-ce qu'on demande aux entreprises, aux d'aération, leur n'existe pas? C'est tout cela de peaufiner. Mais en juillet, je ne vous donne pas la date parce que je ne la connais pas, mais en juillet, les discothèques sont amenées à rouvrir avec évidemment des conditions spécifiques pour protéger. De toute façon, si on ne les ouvrait pas, les jeunes qui ont beaucoup donné pendant l'année et qui se sont, on le voit, ils n'ont pas beaucoup fait la fête. Mais on voit les rassemblements. Voilà, et puis on voit les rassemblements rassembler autrement. Bien sûr. On porte son masque ou pas? À l'intérieur des salles, on continue de porter un masque. Bien. Pourquoi ne pas avoir utilisé les 15 derniers jours de juin pour observer l'évolution de l'épidémie? Et surtout l'évolution du variant, ce fameux variant Delta d'origine indienne. C'est-à-dire, je sais pas. Vous croyez qu'on va par précaution, vous croyez que parce que les Français pourront rentrer du resto à minuit et demi au lieu de 11h, on va arrêter de surveiller? Non. Ça, bien sûr que si, qu'on surveille. Jean-Jacques Bourdin, les journées, toutes les équipes sont mobilisées dans les territoires, alors, les ARS, l'assurance maladie, tout le monde. Alors j'ai une autre question. On ne lâche rien contre le virus. On ne lâche rien. Est-ce que cette liberté retrouvée doit conduire les habitants à se faire vacciner? Bien sûr. Est-ce que ça doit inciter les Français à aller se faire vacciner? Mais avec ou sans mesure, le vaccin est une chance pour l'humanité. On a une chance incroyable d'avoir des scientifiques qui, dans le monde, ont réussi à identifier en quelques mois et à tester dans de bonnes conditions d'analyse des vaccins qui sont ultra efficaces, qui sont sûrs et qui nous permettent de mettre un terme à une pandémie mondiale comme la Terre n'en avait pas connu depuis au moins un siècle. Ce vaccin, il est proposé gratuitement, dans des conditions ultra facilitées, à tous les Français de 12 ans et plus. Évidemment qu'il faut se faire vacciner. Vous savez, plus vite on vaccinera les Français, plus vite on aura ce niveau d'immunité collective, plus vite on se dira c'est du passé. Bien, alors je regardais le nouvel objectif annoncé hier par le Premier ministre, 35 millions de Français entièrement vaccinés fin août, on est d'accord, 17 millions, on en est ce matin à 17 millions, 40 millions première dose, on en est à 31 millions, c'est cela à peu près, ce matin. Bon, c'est encore insuffisant pour une immunité collective. Les 12-18 ans, quels sont les premiers chiffres? Très bon. Plus de 60 000 rendez-vous pris la première journée. J'ai simplifié, vous le savez, les délais entre les deux doses. C'est-à-dire que je dis aux Français qui ne peuvent pas, qui partent en vacances en juillet, qui avaient peur de ne pas pouvoir avoir leur rappel de vaccin, qui pourront avoir leur rappel entre 3 semaines et 49 jours, ce qui nous fait 7 semaines. Donc ça fait 1 mois de battement pour pouvoir avoir le rappel de vaccination. Et ça a été très efficace. Ce mardi, on a enregistré 25% de prise de premier rendez-vous en plus que le mardi d'avant. Donc vous voyez, s'il y a eu à un moment donné un tout petit effet de tassement, ça repart à la hausse. C'est reparti. Repart à la hausse. Notre objectif vraiment. Et les 12-18 ans, vous avez des chiffres? Combien de 12-18 ans pour l'instant, les rendez-vous ont commencé progressivement. Je vous dis, il y avait 63 000 rendez-vous le premier jour. Ça va fonctionner. Et puis il faut qu'on mette aussi l'accent sur les publics les plus fragiles, ceux qui sont encore isolés. Je vous garantis qu'on fait de l'aller vers, on les appelle, on va les voir, on leur propose, on leur paye le transport médicalisé, on va les vacciner chez eux, on envoie l'infirmier ou le médecin, on envoie le pharmacien peut le faire, on met le paquet là-dessus, on met le paquet sur les gens qui sont fragiles, les gens qui ont une obésité qui est sévère ou qui ont des comorbidités. Vous connaissez notre objectif, à la fin de l'été, à la fin du mois d'août, on veut que 85% d'entre eux aient pu recevoir une première injection de vaccin. Et les soignants. Alors, j'allais y venir. Les soignants, où en est-on? Vous avez des chiffres? J'ai des chiffres qui sont très variables, en réalité. C'est-à-dire que les soignants en ville, en secteur libéral, on est à 85% de couverture vaccinale. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal du tout, 85%. En EHPAD, on est à 50%. Or, en EHPAD, c'est là qu'on trouve les personnes les plus fragiles. Certaines personnes n'ont pas pu être vaccinées pour des raisons de santé, je ne parle pas de soignants, mais de résidents. Et je considère qu'il est indispensable, il est éthique de se faire vacciner quand on va travailler au contact de personnes fragiles. Il n'y a aucune justification
rien qui justifie que lorsqu'on est soignant en EHPAD, on décide de ne pas se faire vacciner. Alors envisagez-vous la possibilité de rendre le vaccin obligatoire pour les soignants en EHPAD ou le personnel qui travaille en EHPAD ou pour les soignants à l'hôpital, le personnel hospitalier? Je vous redis que, les vaccins sont accessibles pour tous, gratuitement, dans des conditions très facilitées, que je fais vraiment un appel solennel à nouveau aux soignants qui n'ont pas été vaccinés pour qu'ils franchissent ce cap. C'est important. Ils ne peuvent pas être moins vaccinés que la population générale. Il y a 60%... sont réticents. Il y a 60% des adultes français qui ont Oui. déjà reçu une injection. Et il y a moins de 60% des soignants qui travaillent en EHPAD. Ça n'est pas justifiable. Donc, j'appelle les employeurs, j'appelle également les salariés de ces EHPAD, notamment à se faire vacciner. Nous y travaillons avec Brigitte Bourguignon. Et d'ici la fin de l'été, si ça ne devait pas s'améliorer, oui, nous nous poserions la question d'une obligation vaccinale pour ces publics particuliers, parce que Pour ces nous publics ne pourrions... particuliers. L'hôpital aussi. On ne pourrait... L'hôpital aussi. Le taux de vaccination à l'ôpital est meilleur, il continue d'augmenter, donc j'attends de voir, parce que je vous l'ai dit, 85% en ville. Si on atteint les 85% à l'hôpital, ce sera évidemment un point positif. En tout cas, 50 et quelques pourcents en EHPAD, ce n'est pas suffisant. Donc, nous verrons cela. Je souhaite que nous puissions, en bonne intelligence, faire progresser cette couverture vaccinale des soignants. On va reprendre notre bâton de pèlerin pour aller les voir, mais je vous le dis, on ne prendra pas le risque qu'à la rentrée, s'il devait y avoir un variant qui circule ou une reprise épidémique avec les conditions automnales, on ne prendra pas le risque d'exposer des personnes fragiles, âgées en établissement, du fait que des soignants auraient refusé de se faire vacciner. Donc si fin juillet, les soignants en EHPAD, le personnel d'EHPAD... Je ne donne pas de deadline, non, je ne fonctionne pas en ultimatum. Fin de l'été, si le personnel d'EHPAD n'est pas plus vacciné, la vaccination sera rendue obligatoire. En tout cas, je serai favorable à ce qu'on puisse en examiner les conditions. Donc vaccination obligatoire. On verra, Jean-Jacques. Oui, non, mais on verra selon les résultats. Selon les résultats. Mais vous envisagez fortement on verra la question. selon la circulation du virus, etc. Mais oui, ça me paraît honnêtement une question qui... Honnêtement, disons clairement les choses. Je crois que ça choque plus les Français de l'idée d'avoir des personnes âgées qui meurent du virus parce que les soignants qui s'en occupent ne sont pas vaccinés, même s'ils font des gros efforts au quotidien. Et que je les remercie, les soignants des EHPAD. L'idée n'est pas de les pointer du doigt. Ils sont au boulot depuis 1 an et demi, ils n'ont jamais lâché. Je connais ça. Vous savez que j'ai exercé cette profession d'aide-soignant en EHPAD. Je sais le boulot que ça représente, la charge, etc. Je dis juste à un moment donné, il faut franchir le cap de la peur. Il n'y a pas de raison. Et il faut se dire que ce qu'on fait pour protéger les personnes âgées, c'est se protéger soi-même. Olivier Véran, élections départementales et régionales ce dimanche. Soyons clairs, les listes LREM, La République En Marche, devront-elles s'effacer entre les deux tours au bénéfice de la liste la mieux placée pour battre le Rassemblement national? D'abord, si je vous disais avant un premier tour d'une élection qu'on a vocation à disparaître entre les deux tours, je serais un bien mauvais politique, Jean-Jacques Bourdin. Et en plus, je prendrais un risque parce que vous voyez, cette élection n'est pas du tout jouée. Je ne connais pas la participation, je ne sais pas la mobilisation, je ne sais pas le sursaut qu'il peut y avoir de la part d'une partie de l'électorat, et j'ai jamais fait de politique sur des sondages. Et d'ailleurs, si on avait dû se fier à des sondages, les élections législatives partielles d'il y a quelques semaines nous ont montré que les sondages ne font pas la vérité du soir. Donc, laissez à nos candidats porter les couleurs de notre mouvement, progressiste, européenne, réformatrice. Laissons cette élection du premier tour se dérouler. En revanche, si vous me posez la question de savoir si nous devons prendre le risque de laisser une région basculer à l'extrême droite, ma réponse elle est claire, c'est non. Ce qui ne veut pas forcément dire s'effacer. Ce qui veut dire chercher les conditions d'un équilibre avec une liste qui serait arrivée devant nous, si ça devait arriver dans certaines régions, de façon à pouvoir, en cohérence, faire en sorte de ne pas laisser une région basculer dans les RN. Jean-Jacques Bourdin, les régions, ce sont les lycées, les universités, le développement international, l'économie, l'agriculture, le soutien aux associations. On ne laisse pas une région basculer dans l'extrême droite, vu ses fonctions qu'elle a. Ce serait extrêmement compliqué de travailler avec une région d'extrême droite, y compris lorsqu'on est une entreprise étrangère, par exemple. Je vous le dis, c'est une mise en danger des entreprises, c'est une mise en danger du maillage associatif. C'est pas parce on a le droit d'être en colère. On a le droit de se dire, les politiques me casse les pieds. On a le droit de dire j'ai envie que tout ça s'arrête. Mais il faut se dire qu'au moment où on vote, les choses vont pas aller mieux parce qu'on vote extrême droite. C'est pire, parce que ça va accroître le chômage, parce que ça va faire des polémiques sans fin du quotidien, ça va créer de la tension dans la société. Donc si les gens ont des choix, je les invite vraiment de toute façon à voter, à se déplacer, mais pas l'extrême droite. Bien, le rendez-vous social sera important à la rentrée. Vous en convenez, vous êtes ministre de la Santé et des Solidarités. J'y viens tout de suite. D'abord, le chèque alimentaire.
Est-ce qu'il sera mis en place en septembre? Le chèque alimentaire progresse très bien avec Julien de Normandie. On y travaille pour permettre... Oui, vous y travaillez. Ouais. Alors, allez-y. Mais Combien de bénéficiaires? Quel des... est le montant de ce chèque? Quel sera le montant de ce chèque? On aura des annonces qui vont être faites, qui vont être peaufinées au bon moment. Donc, on continue de bosser là-dessus. Vous avez compris le montant? De façon générale, on verra sur le montant. Entre 30 et 60 euros? Ça sera probablement par là. On verra. Je laisserai Julien de Normandie, si vous me le permettez, faire l'annonce. Il est ministre en charge de l'agriculture. Combien de personnes en bénéficieront? Ça aussi, c'est une annonce qui n'a pas été faite. Je peux vous parler de ce qu'on a déjà fait. Non, mais vous pouvez. Je peux déjà vous parler de l'état d'esprit, de la logique et de ce qu'on a déjà fait. Très bien l'état d'esprit, mais moi je veux du concret. Vous voulez du concret? Oui, je veux du concret. Et vous pensez que dans le concret, il n'y a pas des choses qu'on a faites déjà? Mais si. Qu'on peut davantage expliquer? Mais si. Le quoi qu'il en coûte, le fonds de solidarité, 30 milliards d'euros, le soutien avec le chômage partiel pour que les Français ne perdent pas leur boulot pendant la période de pandémie, 35 milliards d'euros, les tests, 5 milliards d'euros, les vaccins, 4,5 milliards d'euros. Vous avez du concret de partout. On a soutenu à hauteur de 3 milliards d'euros les familles pauvres dans la crise en envoyant des chèques, bénéficiaires des minima sociaux. Pour combien de millions de personnes? Par Julien de Normandie. Elle lui revient de droit. Si je lui piquais son annonce alors qu'il travaille dessus depuis des mois et des mois, je ne serais pas un bon camarade. Alors, je vais vous parler concret encore une fois. La garantie jeune universelle. Ouais. Oui. Où est-ce qu'on en est? La garantie jeune universelle, on y travaille, notamment Elisabeth Borne qui est en charge du... Quel est l'esprit? Parce que garantie jeune universelle, je ne suis pas sûr que ça parle beaucoup aux Français. Non. Enfin, moi, je vais vous dire du concret. Près de 500 euros par mois. Vous avez des et accompagnement vers l'emploi. Vous avez des jeunes qui sont âgés de 18 à 25 ans, qui ont une formation derrière eux ou non, qui n'ont pas d'emploi, qui sont ce qu'on appelle inactifs, qui vivent parfois chez leurs parents ou qui ne vivent pas chez leurs parents, et à qui on veut tendre la main. Vous savez qu'il y avait une question qui était, est-ce qu'on donne un RSA aux jeunes de 18 à 25 ans? Moi, je considère que ce n'est pas la solution. Un RSA, c'est un minima social qu'on va donner aux gens et on sait que l'accompagnement ne suit pas suffisamment. Et franchement, si j'avais eu 20 ans, c'est pas un chèque pour solde de tout compte que j'aurais attendu tous les mois. C'est pas la perspective d'une vie. La garantie jeune, c'est de dire à un jeune, on va vous inscrire. Si vous n'avez pas fait d'études et que vous voulez les reprendre, on vous inscrit à l'école de la deuxième chance, on va vous donner des sous pour ça. Si vous voulez rentrer en apprentissage, on va vous donner des sous pour ça. Si vous voulez prendre un stage, faire un service civique, on va vous donner de l'argent pour ça. Si vous voulez commencer à avoir un boulot en entreprise, on va vous accompagner et on va vous donner de l'argent pour ça. Donc c'est non seulement le chèque, mais surtout l'accompagnement vers autre chose. La première des solidarités, Jean-Jacques Bourdin, c'est l'emploi. Est-ce que le dispositif sera étendu? Le dispositif sera vraisemblablement étendu, mais les annonces seront faites bientôt. À combien de jeunes? Bientôt. Vous voyez que je demande du concret. Bien sûr, mais je connais Olivier Véran. Mais vous me demandez, je suis précis. Vous me demandez de vous présenter ici des arbitrages qui n'ont pas encore été finalisés. Bon. Je vous en explique déjà l'esprit. Et l'idée, c'est que les jeunes de 18 à 25 ans ne soient plus sans solution du tout. Et je travaille avec Elisabeth Borne sur d'autres aspects, sur les jeunes qui sont vraiment très très en dehors de cela, qui même à qui vous proposez cela sont vraiment en dehors, parce que parfois des jeunes qui vivent à la rue, pour qu'on ait un amortisseur social. On travaille aussi sur l'accompagnement sanitaire de ces jeunes qui parfois sont éloignés aussi du boulot parce qu'il y a des problèmes qui n'ont pas été pris en charge. Et on travaille sur ce qu'on appelait le projet du RUA, le revenu universel d'activité, qui lui consiste à, et on ne le fera pas tout de suite parce que c'est un chantier monumental, mais dans les prochaines années, j'aimerais bien qu'on puisse le porter, qui consiste à simplifier des prestations et des allocations. Il y en a 15 différentes, je suis sûr que vous ne les connaissez pas les 15, et il y en a pourtant pour 55 milliards d'euros par an. Vous les connaissez? Maintenant, je commence à bien les connaître, faut dire. Et c'est pas assez redistributif. Bref, c'est tout ce chantier-là qui est devant nous. Il faut comprendre qu'on veut accompagner les jeunes, surtout après la crise Covid, avec ce qui se passe sur le marché de l'emploi aujourd'hui. Vraiment, l'idée, c'est d'avoir un très grand mouvement vers la jeunesse, avec cette garantie jeune universelle améliorée. C'est Elisabeth Borne qui le présentera. Et un grand mouvement vers le 3e âge aussi, ou le 4e âge. À l'autre extrémité de la vie. À l'autre extrémité, la prise en charge des personnes âgées, c'est très important. La loi mise en œuvre avant la fin du quinquennat. Alors, avant même la loi, avec Brigitte Bourguignon, on a fait beaucoup pour l'autonomie. Oui, mais à nouveau, on avale les trucs, on les consomme, et après, les gens ne le voient pas. Quand vous allez dans un petit village à côté de Nîmes, et que vous allez rentrer au café et que vous dites aux Français, est-ce que vous savez ce que l'État a fait pour vous depuis le début de la crise sanitaire, là, en un an, en termes de politique sociale? C'est compliqué, parce qu'on a fait beaucoup de choses, et qu'il faut prendre le temps de la pédagogie. Si on ne présente pas le bilan, on ne valide pas et on n'entérine pas le fait qu'il y a de l'action publique. Les Français ne savent pas, vous avez raison, mais quand je vais à l'hôpital, je ne sais pas combien je coûte à la collectivité. Est-ce logique? Non, c'est pas logique. Il faut que vous le sachiez, bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça que je vous ai donné des chiffres. Mais même quand on donne des chiffres, Jean-Jacques Bourdin, quand je dis le chômage partiel, ça a été 35 milliards d'euros de la part d'État. 35 milliards d'euros,
pour les gens, ça ne parle pas forcément. Mais 35 milliards d'euros, c'est une dépense sociale monumentale. Pour l'autonomie-dépendance, je vous réponds 2 secondes en vous donnant 2-3 exemples. Par exemple, on a mis quasiment 1 milliard d'euros sur le numérique. Dans les EHPAD. Pourquoi ? Parce que dans la crise sanitaire, il y avait des EHPAD qui avaient des tablettes, qui avaient des outils numériques qui permettaient de casser les distances. C'est important. Par exemple, pour les personnes âgées, on a augmenté fortement les salaires des soignants des EHPAD, dont on parlait tout à l'heure. C'était le Ségur de la santé, pour faire en sorte que là où on manquait de soignants, les soignants reviennent et viennent y travailler. Et donc, nous travaillons aussi à ce qu'on appelle la gouvernance, la médicalisation, projet le lien de avec loi l'hôpital. à l'Assemblée en septembre. Tout ça, c'est en dehors de la loi. En dehors de la loi. Mais projet de loi à l'Assemblée en septembre. Nous verrons pour le calendrier parlementaire. Il y a beaucoup de textes. Il y a beaucoup d'arbitrage à prendre, ce qu'on appelle l'agenda social. J'ai des questions à ce propos. Ouais. Tiens, est-ce que les départements continueront à fixer le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie ? C'est en discussion, à la fois dans le cadre de la loi 4D, qui est la loi sur la décentralisation, et à la fois dans le cadre de la loi qui pourrait être examinée sur la dépendance et l'autonomie. Ce que je peux vous dire, c'est que nous travaillons à augmenter le salaire des aides à domicile, qui relève des départements. Vous allez augmenter les salaires des aides à domicile ? On l'a déjà fait, en fait. On l'a déjà commencé. Ensuite, il faut aller plus loin, parce qu'on veut le virage domiciliaire, c'est-à-dire qu'on veut que les personnes âgées restent plus longtemps chez elles, et que l'EHPAD, ce soit vraiment quand il n'y a pas de solution. Une autre idée que vous connaissez bien, puisque vous y travaillez dessus, j'imagine, les EHPAD qui pourraient proposer des services à domicile aux habitants âgés vivant à proximité. Oui. C'est une bonne idée, ça ? Tout est une bonne idée. Est-ce que c'est une idée qui fait son chemin et qui sera... Mais il y a plein d'innovations. Dans le texte de loi à l'automne. Il n'y a pas forcément besoin d'une loi pour ça, en fait. Ça existe, Jean-Jacques Bourg. Oui, enfin, ça existe. Mais c'est pas développé du tout. Il faut pouvoir développer c'est pour ça qu'il faut travailler ce qu'on appelle la gouvernance, qui est un mot qui est techno, mais qui est important. C'est-à-dire comment est-ce qu'on organise la prise en charge. Il y aura une loi spécifique à l'automps ? L'agenda parlementaire, il nous reste quelques mois dans ce mandat, puis ensuite on aura 5 ans de plus, donc ça ne va pas s'arrêter dans quelques mois. On se fixe dans la durée. L'agenda parlementaire ne m'appartient pas. Nous verrons ce qu'il en est plus tard, bientôt. Vous aurez la réponse, à mon avis, vous savez, en juillet, parce qu'il va falloir arrêter de toute façon le calendrier parlementaire. Nous demanderons au Premier ministre. De la même manière pour les retraites, etc. Vous aurez toutes ces réponses bientôt. Les retraites, tiens. Faut-il reprendre cette réforme ? Vous voulez dire que j'ai mis une pièce dans la machine. Bravo. Est-ce qu'elle doit être reprise avant la fin du quinquennat ? Il y a 2 réformes des retraites. Il y a ce qu'on appelle la réforme paramétrique, ça veut dire combien de temps on travaille, et la réforme systémique, ça veut dire comment est-ce qu'on organise le système de retraite par répartition. Ce que le président de la République a dit, c'est que la réforme telle qu'elle avait été présentée au Parlement, aujourd'hui, il faut la modifier, parce qu'elle n'avait pas elle sera modifiée avant la fin du quinquennat. Je n'ai pas la réponse à cette question, je peux vous dire ce que j'en pense. Si oui, allez-y. Ce que je pense, c'est que l'État-providence, la sécurité sociale, la protection sociale, les Français l'ont vu à l'œuvre depuis 1 an et demi. Tous les soins ont été pris en charge, les emplois n'ont pas été perdus, les restaurants n'ont pas fermé, les commerces n'ont pas fermé. Ce soutien très fort, ça s'appelle le soutien de la sécurité sociale et de l'État. Et ça, c'est indispensable, ce qui fait qu'on a évité d'avoir une explosion de la pauvreté, nous le verrons dans les mois qui viennent, et d'avoir une explosion des fermetures d'entreprises avec un chaos sur le plan économique. Cet amortisseur-là, il a engagé énormément de dépenses. Nous l'avons vu à l'œuvre, et chacun d'entre nous a été bénéficiaire de ce que l'État et la sécurité sociale étaient capables de nous apporter en période de crise. Ce que je souhaite, avec le sérieux qui m'anime depuis que je fais de la politique, c'est que nous puissions équilibrer les finances de la sécurité sociale. Or, nous sommes à un niveau d'endettement qui est important. Nous sommes avec un système des retraites qui n'est pas équilibré. Il y a eu un rapport qui montrait qu'on est à 20 milliards de déficit cette année. Donc, il ne serait pas raisonnable, de toute façon, de dire aux Français qu'il n'y aura jamais besoin de réformer les retraites. Donc, c'est une question qu'il faut pouvoir poser. Reprise de la réforme, une autre réforme. J'en termine. Il faut présenter de manière objective la situation financière en l'expliquant, en la rendant accessible pour éviter que tout le monde reparte dans des combats politiques sans fin. Reprise d'une réforme qui ne sera pas la même que celle qui avait été engagée jusque-là, mais reprise d'une réforme des retraites. Il faut que nous équilibrions. Vous savez, vous gérez votre budget, Jean-Jacques Bourdin. Si à un moment donné, vous voyez que chaque mois, vous dépensez 500 € de plus que ce que vous percevez, vous empruntez à votre banque, vous faites des prêts à la consommation, puis à un moment donné, votre banque va vous dire, en fait, on ne peut plus vous prêter, ou alors ça va vous coûter très cher. Alors, comment relever ?
Comment reprendre la réforme en relevant l'âge légal de départ à la retraite? Ça veut dire que c'est une piste qu'il faut pouvoir continuer d'explorer. C'est une piste qui a déjà été abordée, y compris par la gauche, y compris par la droite, qui est la durée de cotisation. Et qui sera abordée avant la fin du quinquennat. Ce qu'il faut comprendre, aussi Jean-Jacques Bourdin, c'est qu'il y a un engagement qui a été pris par le président de la République, par le gouvernement, et que je rappelle, parce que les gens peuvent ne pas y croire, mais pourtant c'est une réalité. Nous n'augmentons et n'augmenterons pas les impôts. Le niveau d'imposition de notre pays a baissé depuis le début du quinquennat. Or, il y a des gens qui commencent à se dire, tout ce qu'ils ont dépensé là, ça a coûté bien trop d'argent pour qu'on n'augmente pas les impôts. On ne les augmentera pas. En revanche, qu'on puisse équilibrer les recettes et les dépenses du système des retraites en augmentant, s'il le faut, la durée de cotisation, c'est une manière, je dirais, sérieuse de faire en sorte que s'il y avait une pandémie qui éclatait dans 10, dans 15 ou dans 20 ans, ou s'il y avait une crise économique ou un krach boursier ou je ne sais quoi, notre système soit suffisamment robuste pour que la France puisse continuer de faire ce qu'elle a fait en période de crise, c'est-à-dire protéger les Français sur le plan de la santé, du social et de leur emploi. Il faut donc augmenter la durée de cotisation. Ça veut dire que le débat est sur la table. Merci Olivier Véran d'être venu nous voir ce matin, 8h55, RMC et BFM TV.